Alors, je crois que je suis de retour. Alors, certains d'entre vous ont raison, mais ma préférée, c'est Elodie qui a gagné, Elodie Arnouk. Vous affichez sa réponse. Exactement. Si l'investisseur se dit qu'il pourrait être client, il verra lui-même l'opportunité d'investissement. En fait, comment dire? Une levée de fonds, c'est comme une bonne séduction. D'ailleurs, je vais vous donner un secret. Tous les mecs là qui écrivent des manuels sur comment how to pick up girls in bar, comment draguer, je sais pas quoi et tout. Je vous donne un conseil, c'est acheter tous ces trucs, ces formations, vous le regretterez pas. Lisez-les, ne les utilisez jamais pour la séduction, mais remplacez filles, garçons par investisseurs. Ça fonctionne exactement pareil. C'est sans doute l'un des hacks les plus absurdes que je donnerai jamais, mais pourtant, c'est incroyablement efficace. Et c'est pour ça que, comme dans la séduction, il ne faut pas être trop explicite. Vous ne pouvez pas envoyer un message disant est-ce que tu baises? Vous avez besoin de passer par des étapes intermédiaires. Et ben, c'est exactement la même chose. Si vous arrivez à rendre votre produit désirable, et ben, évidemment que derrière, la proposition d'investissement, elle vient naturellement. Maintenant, plus vous vous rapprochez de la fin de la levée de fonds, et plus les calls d'email doivent permettre de closer, et donc plus vous pouvez être direct. Et au début, ça doit parler de votre produit ou parler de vous. Est-ce que vous avez quelque chose d'intéressant? Oli me dit, mais si l'investisseur se chauffe après la séduction, je peux refuser. Évidemment, c'est comme dans la vraie vie. Évidemment qu'aucun investisseur n'investit dans un produit qui ne lui parle pas, parce que sinon, il ne comprendrait pas, ne serait-ce où est la rentabilité. Il y a Ismaël, là, on prend un dernier exemple. Déjà, Justine, on ne sait pas qui c'est. Euh, alors, je pense que le Justine, elle ne savait pas aller en vacances, tout ça, ça sert à rien. Ça peut être on peut fusionner la première et la deuxième phrase. Et ensuite, il faut donner des métriques d'usage. S'il y a des gens qui utilisent. Et répliquer en Europe et tout, c'est trop tôt à ce stade. Il faut plutôt parler de sa milestone immédiate et de pourquoi vous voulez rencontrer la personne. Allez, on passe à la suite, sinon on n'aura pas le temps. Alors, vous devez voir mon écran. Sur la prise de contact, il y a des choses à savoir au-delà du call d'email. D'abord, il faut contacter tout le monde à partir du moment où vous êtes on. Quand vous êtes en mode levée de fonds, vous parlez à un maximum d'investisseurs en même temps. Mais évidemment, si ça se passe mal et que vous voyez que votre levée ne va pas aboutir, vous passez en mode off. Ou si vous avez déjà levé des fonds, vous êtes en mode off. Mais ça ne veut pas dire que vous arrêtez de contacter les investisseurs en dehors de la levée. Il n'y a rien de mieux que d'établir des relations personnelles avec les investisseurs et de maintenir ces relations personnelles à travers une main list ou etc. Ensuite, un point hyper important dans le call d'email et dans la liste des contacts que vous avez, c'est qu'il y a des gens qui sont des meneurs, il y a des gens qui sont des suiveurs, mais ce n'est pas votre problème. Vous devez traiter tout le monde comme si c'était des leaders et des meneurs. C'est hyper important de mettre de l'énergie. Plus vous allez mettre d'énergie et plus ça va bien se passer. Évidemment, préférez toujours les warm intro au call d'email. Et c'est pas parce que je vous encourage à faire un process que vous devez être hyper formel. Le process, il doit être caché. Le fait que tout a été préparé, que tout a été automatisé, que vous êtes une vraie machine de guerre, que vous avez été stalké tout le monde, que vous savez toute leur vie, que vous savez s'il faut aborder par un angle perso, un angle pro, une data, une métrique, un centre d'intérêt, un produit, blabla. Tout ça doit être invisible. Ce que les gens doivent avoir l'impression, c'est que tout ça est finalement un peu spontané, un peu nonchalant, etc. Alors, ne vous comparez pas trop de benchmark. Et surtout, ne parlez pas des autres. Vous n'avez pas besoin à ce stade de parler des autres. Parlez uniquement de votre histoire. La story, la story, la story. Travaillez votre story à fond. Je vous l'ai dit, maximum 3 phrases, faites court.
et surtout, le but, c'est d'avoir une réponse. Alors, dans votre CRM, vous devez traiter toutes les intros que vous faites, tous les calls d'email que vous faites, comme toujours ouverts tant que vous n'avez pas eu de réponse. Je me souviens d'une de mes anecdotes préférées au début de The Family, on avait relancé quelqu'un 35 fois et la collaboratrice qui travaillait avec moi est venue me voir, elle m'a dit, je ne peux pas le relancer une 36e. C'est juste pas possible. Tu ne peux pas me demander de faire ça. Quelqu'un qui ne répond pas 35 fois, c'est quelqu'un qui ne va pas du tout nous répondre la fois d'après. Et je l'ai forcé à faire un 36e email. Et le 36e email, la réponse était trop drôle. Ah, je suis désolé, je n'avais pas vu vos autres emails. Je suis un peu sous l'eau, mais vous avez bien fait de me relancer, ça m'intéresse vachement. Allez, on se voit demain et on close ça. Et ça a été un de nos meilleurs investisseurs. Hyper important de toujours pousser. C'est hyper important. Vous n'avez pas d'autre choix. Il n'y a pas de choix dans la vie. Tant que quelqu'un ne vous a pas dit non, c'est de votre responsabilité de continuer à pousser. Évidemment, encore une fois, quand les gens vous disent non. Et d'ailleurs, quand les gens vous disent non pour investir, vraiment, par pitié, ne venez pas la ramener. Moi, il n'y a rien de pire que quand je dis non à quelqu'un et qu'il vient expliquer qu'en fait, j'ai eu tort. Accepter les non, c'est une vraie preuve de maturité. C'est hyper important. Toujours rester simple et clair. Ne vous embrouillez pas, ne donnez pas trop de détails. Apprenez à avoir un peu de distance, un peu de calme et beaucoup de clarté. Bon, ça, je l'ai déjà expliqué. Regardez quand vous contactez quelqu'un pour le stocker, quelles entreprises dans lesquelles il a travaillé, quelle tendance il aime bien, sur quelle géographie il est, quelle industrie il travaille et les montants de tickets. Alors ça, parlons-en. En France, il y a une culture où on a un peu tendance à mépriser les petits investisseurs. On a tort. Les petits investisseurs sont le sang, c'est même la terre de la forêt sur laquelle les grands arbres peuvent prendre. Un petit ticket de 10 000, 15 000, 20 000 euros, ça peut être quelqu'un qui vient avec un réseau, qui vient avec des contacts, qui peut changer le game. Et il n'y a rien de mieux que d'embarquer des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui ont beaucoup de motivation. Et c'est là où votre jugement à vous, il est super important. Mais n'hésitez pas à embarquer des gens. Ne me faites pas des conneries de genre de ticket minimum, de machin. Prenez les gens qui sont motivés à la hauteur de leurs moyens. Évidemment, si par exemple vous parlez à un milliardaire et qu'il veut mettre 20 balles, ça ne marche pas. Mais si vous parlez à des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui mettent un peu d'argent, ils seront skin in the game et ils seront super dans le fait. Soyez précis dans ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un meeting est-ce que vous voulez une autre intro qu'est-ce que vous voulez? Et évidemment, apprenez à développer le FOMO. Alors, le FOMO, c'est quoi? C'est la fear of missing out. Normalement, ça se développe assez naturellement si vous parlez bien à tout le monde en même temps. Parce que naturellement, si vous parlez à tout le monde en même temps, ça va créer naturellement de l'excitation et vous allez naturellement donner le sentiment que vous voyez plein de gens. Et si vous voyez plein de gens, quelqu'un peut vous piquer. Mais n'oubliez pas que les investisseurs sont par nature des gens optimistes. Ils ne cherchent pas une raison à investir chez vous, ils cherchent une raison à ne pas le faire. Parce qu'ils en ont envie. Et en fait, ils se demandent si ce n'est pas une connerie, parce qu'ils ne peuvent pas investir dans tout le monde. Et donc, n'hésitez pas à leur donner le sentiment qu'il y a plein de gens sur le coup et que ça va bien se passer. Alors, je passe sur le calendrier et après je prends vos questions. Comment vous vous organisez? Et 3 grandes étapes. La préparation, l'approche et le closing. Alors la préparation, c'est maximum 2 semaines et c'est 2 semaines très intenses. Vous devez faire votre deck, vous devez faire vos matériels, vous devez faire vos emails, choisir votre avocat, configurer votre CRM, faire les séquences email,
faire tout ça. Ne passez pas, mettez-vous des deadlines. Ne passez pas des mois et des mois à vous préparer. Par contre, faites-le intensément. Ensuite, l'approche, vous devez la faire de la façon la plus condensée possible. Et vous devez prendre le maximum de rendez-vous dans un maximum de temps restreint. Et mettez la pression aux gens. Mettez des phrases du genre « Voyons-nous dans la semaine parce que je prends la décision la semaine prochaine avec qui on va travailler, ou etc. » Mettez les gens vraiment dans une seringue. Et ensuite, rentrez en closing. Alors, closing, c'est lorsque vous commencez à avoir des offres fermes et que vous avez des négociations complémentaires, etc. Et que ça vous permet de finir l'accord. Alors, ces 3 étapes, vous avez vu, j'ai mis 2 semaines, 15 jours, 15 jours. Évidemment, l'hypothèse cachée là-dedans, c'est que chacune de ces étapes prend ce temps-là si elle est réussie. Mais qu'est-ce qui se passe souvent dans une levée de fonds? Eh bien, on recommence plusieurs fois sa levée. Mais c'est hyper important de se donner un premier process qu'on fait en entier, quitte à échouer et le recommencer, plutôt que de refaire un long process et prendre trop de temps, prendre des rendez-vous sur trop longtemps, etc. Donc, ne surtout pas hésiter à recommencer ce process, et notamment le process de la prise de contact. Puisqu'en fait, c'est le process de la prise de contact qui est le plus important, et c'est lui qui va déterminer si votre levée va bien se passer ou pas. Alors, le timing, évidemment, peut varier. Il y a énormément de choses qui font varier une levée. La disponibilité des dirigeants, je vous conseille d'être disponible à 100% pour votre levée. Je sais bien que c'est dur, je sais bien que ça impacte le business, etc. Mais c'est important. Si en face, vous avez peu de réactivité, il faut juste multiplier le nombre de gens à qui vous parlez. Vous ne pouvez pas forcer la réactivité autrement qu'en multipliant le nombre d'opportunités. Et évidemment, si vous tombez sur des gens trop difficiles en égo, il faut savoir tomber. Ensuite, il est hyper important de passer à l'étape 3. Si on n'arrive pas à closer dans un temps court, on recommence des nouvelles prises de contact. Mais à chaque fois qu'on fait des prises de contact, on essaie de closer les gens. Il faut avoir une vision un peu dynamique de sa levée de fonds et comprendre que la levée de fonds du type « je fais un gros round que j'annonce, blablabla », ça, c'est des levées de fonds de maturité. Et en plus, c'est souvent du marketing un peu bullshit. Par exemple, les Américains, ils disent « on a fait un seed de 6 millions ». Mais en fait, c'est complètement bidon. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils ont levé en business angel 300 000 alors qu'ils cherchaient 1 million. Ils closent ces 300 000. Ces 300 000 leur représentent ces 700 000. Les 700 000 leur représentent un VC qui met 1 million. Ils bossent, ils avancent. 18 mois après, ils lèvent 4 et ils annoncent tout ça comme un seed de 6 millions, comme si c'était un seul round. Ne tombez pas dans ces pièges marketing. 100% des levées, 100% des projets commencent modestes. Il faut déjà capter les premiers clients. Mais il faut respecter ce process. Votre batch de petits tickets, vous devez le jouer en intensité. Votre batch de tickets un peu plus gros, il faut le jouer en intensité. Toujours mettre de l'intensité dans votre process. Évidemment, essayez d'être le plus près possible. Et encore une fois, je vous le redis, préparez des FAQ, préparez des templates d'email, préparez tout ce que vous pouvez faire pour réduire votre temps d'action. Donc, demain, on parlera de négociation et closing. Mais aujourd'hui, on va rentrer maintenant dans le détail de la prise de contact et surtout des interactions. Et ensuite, on finira par 1 heure de questions avec vous. Alors, la prise de contact et les interactions, c'est l'endroit où je vois les plus grosses catastrophes en levée de fonds. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est le stress. Je ne sais pas si c'est, comment dire, un manque de maturité, etc. Mais énormément de fondateurs font des erreurs monstrueuses
dans leurs premières interactions avec les investisseurs. Alors, soit c'est des erreurs de type trop timide et on ne va pas au bout des choses et on foire le rendez-vous parce qu'on manque de confiance. Soit c'est l'inverse, les gens ont trop confiance et ils racontent n'importe quoi. En plus, ils essaient de bluffer, ils essaient de mentir et ça finit en cata. Par exemple, un jour, j'ai dit à un entrepreneur de famille qu'il fallait rentrer dans le rendez-vous en étant sûr de soi. Il est venu, il a dit, ouais, bon, de toute façon, je ne sais pas pourquoi je suis là, j'ai déjà levé 3 millions, j'ai pas besoin de vous. Et le mec, il a dit, bah, ok, bah, je sais pas pourquoi on prend un rendez-vous, il s'est levé, il s'est barré. Donc, comme tout rendez-vous de séduction, ça demande du tact. Si vous pensez que vous n'avez pas de tact, entraînez-vous à avoir du tact, trouvez des choses. Maintenant, parlons d'un sujet très sérieux. Vous n'êtes peut-être pas la bonne personne pour aller lever des fonds. Peut-être qu'en fait, vous êtes le genre de gens qui sont catastrophiques en interaction humaine. Vous n'êtes pas un bon vendeur, vous n'êtes pas un bon séducteur. Dans ce cas-là, essayez de trouver quelqu'un dans votre équipe qui vous accompagne. Même si vous êtes le CEO de la boîte, trouvez quelqu'un qui vous mâche un maximum de travail en amont et un maximum de travail en aval. Et ça vous permet d'être le plus factuel possible dans les rendez-vous et avoir quelqu'un avec vous qui fait le suivi. Évidemment, c'est là où le leveur de fonds peut avoir un rôle crucial, de vous aider, de vous coacher, etc. Mais faites-vous accompagner si nécessaire. Mais comprenez qu'à la fin de la journée, en tant que CEO, votre responsabilité est de comprendre profondément ce que les investisseurs attendent. Alors, une bonne technique que je trouve vraiment efficace, et alors surtout si vous parlez anglais, c'est que les Américains font énormément sur Twitter de témoignages dans leurs rencontres VC. Suivre tous les VC et tous les investisseurs sur Twitter, c'est l'une des meilleures façons de s'éduquer à la culture startup. L'une des meilleures façons de s'éduquer à la culture startup, c'est tout simplement de fréquenter virtuellement des gens qui sont dans l'industrie des startups. Et évidemment, de regarder un maximum d'interviews, de témoignages sur YouTube, etc. Hyper, hyper important. Plongez dans le milieu, plongez votre habitus et essayez de faire en sorte d'être le plus habitué possible. Maintenant, dans la prise de contact en tant que telle, soyez le plus simple et sobre possible. Je ne sais pas pourquoi, je vois énormément de fondateurs qui commencent, quand ils rencontrent un investisseur, à parler avec un vocabulaire hyper technique ou avec un vocabulaire complètement incompréhensible. Comme s'ils étaient une étude de marché Gartner et avec des effets de style. Énormément d'entrepreneurs font des effets de style quand ils sont face à des investisseurs. Parlez aux investisseurs comme vous parleriez à n'importe quel client ou à n'importe quel autre entrepreneur. Vous avez besoin d'être simple, direct et clair. Il est hyper important de réussir l'après-premier contact. Lorsque vous rencontrez un investisseur, il faut savoir follow-up. Vous avez fait un rendez-vous avec lui. Alors, première chose à faire, toujours prendre des notes sur comment s'est passé le rendez-vous. Est-ce que vous l'avez bien senti? Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce qu'il était curieux? Est-ce que machin? Notez les notes d'ambiance, parce que quand vous allez faire vos relances, ces notes d'ambiance vont déterminer la façon dont vous allez relancer. Et ensuite, n'hésitez pas à relancer les gens pour avoir des réponses. Suivez leur protocole, prenez-le au mot. Si vous dites « je reviens vers vous mardi », le mardi, vous relancez. Le mercredi, vous dites « ah, bah, vous m'avez dit de revenir vers vous le mardi ». Le jeudi, vous dites « ah, vous ne m'avez pas retour, n'hésitez pas à machin ». Essayez d'avoir le plus de réponses possible. Et quand vous avez un non, essayez d'utiliser ce non, non pas pour avoir un oui, mais essayez de savoir qui de plus pertinent ils connaissent dans leur réseau. Par exemple, si un VC vous dit c'est trop tôt, vous dites OK, alors c'est qui les gens à qui je devrais contacter maintenant? Si un business angel vous dit c'est pas pour moi parce que, est-ce que vous connaissez des investisseurs que ça pourrait intéresser? La plupart ne feront pas d'intro, mais si vous arrivez à avoir quelques-unes de ces intros, elles sont relativement puissantes. Le follow-up, c'est aussi une question de suivre les gens qui vous ont dit non et d'être capable de leur donner des news dans le temps. Ne pensez pas trop transactions et ne pensez pas trop séquentiel. Les gens à qui vous faites des retours et les gens à qui vous avez une relation à ce moment-là, c'est des gens avec qui vous pouvez avoir des relations pendant très longtemps. Et pendant très longtemps, vous pouvez leur donner des news, vous pouvez les alimenter. C'est pour ça qu'à la sortie de chaque rendez-vous,
en plus de vos notes d'intention, vous devez absolument prendre des notes de sympathie. Est-ce que vous avez trouvé le type sympathique, vous avez envie de garder contact, ou est-ce qu'au contraire, vous a fait peur et vous n'avez plus envie de le revoir? Toujours dire merci. D'ailleurs, Saber dit, malgré la déception, on prend le temps de remercier après un refus, histoire de ne pas insulter l'avenir. Non, exactement, Saber. Toujours dire merci et montrer de la gratitude dans le process. Beaucoup d'entrepreneurs se vexent face aux questions à la con. Alors, ça, c'est un sujet de relationship que je n'ai jamais compris à The Family. Vous êtes un entrepreneur, vous cherchez de l'argent. Si la personne en face de vous est plus stupide que vous, il a le droit, il vous donne de l'argent. Vous devez respecter l'argent. Vous devez absolument respecter l'argent. L'investisseur vous dit quelque chose de bête, c'est que vous n'avez pas été clair. L'investisseur n'a pas lu le deck, c'est son droit. Par exemple, des fois, les entrepreneurs rentrent dans des rendez-vous et disent « Ah, mais je vous ai mis ça dans le deck. » Ah ouais, mais le mec, il a peut-être autre chose à faire. Ne soyez pas le centre du monde. Si vous allez chercher l'argent de quelqu'un, vous devez être hyper respectueux du process. Vous devez être hyper respectueux du fait que c'est lui qui a l'argent. Et surtout, ne dites jamais de mal de vos actionnaires. Parce que, après tout, ils vous ont donné de l'argent, et ben, ça mérite leur respect à jamais. S'ils se comportent mal, c'est un autre sujet, mais tant qu'ils se comportent bien, vous devez être dans la gratitude. C'est hyper important d'avoir ce mental. Ça ne veut pas dire que vous devez être dans la soumission. Ça ne veut pas dire que vous devez dire oui à tout. Ça ne veut pas dire que vous devez prendre la moindre de leurs suggestions de façon aboutie. Mais ça ne sert à rien d'être dans le conflit. Alors, il y a des entrepreneurs, ils ne savent pas faire. Par exemple, non, je ne vais pas donner de nom, mais il y en a, au début de The Family, on allait un peu au rendez-vous investisseur, on a arrêté de le faire, mais les gens… Une fois, il y a un entrepreneur de The Family qui nous a dit un truc trop drôle. Il y a un investisseur en plein meeting qui lui pose une question et il se tourne vers moi et il dit moi, je ne prends pas d'argent de gens stupides, est-ce qu'on peut partir? Moi, j'ai dit oh mon Dieu. Ça, faites jamais. Parce que même si c'est vrai, même si la personne est stupide, ça ne sert à rien de vous faire un ennemi. Pour rien. Pour rien. Ça ne sert à rien. Concrètement, Ismaël demande comment ça se traduit sur le fait qu'un investisseur mette le premier ticket. C'est un mail, c'est un accord oral, c'est un doc à faire signer. Bah, c'est tout simplement au début un accord email et ensuite ça se concrétise dans une term sheet. Et on verra demain concrètement comment on close les gens et comment on fait pour avoir ça. Quel intervalle entre chaque relance? Demande Laurent Gérard. C'est vos vrais noms, ça? Alors, moi, j'aime bien utiliser la suite de Fibonacci pour relancer les gens. La suite de Fibonacci, c'est la somme des 2 jours précédents. Donc, ça donne 1, 2, 3. Donc, vous faites après un jour, vous relancez. Ensuite, le jour dans le lendemain. Ensuite, vous attendez 2 jours. Ensuite, vous attendez 3 jours. Ensuite, vous attendez 5 jours. Bon, c'est esthétique, mais je trouve que Fibonacci, ça marche super bien sur les relances. Tapez suite de Fibonacci dans Google si vous ne savez pas la calculer. Un petit ticket de 10 000, par exemple, c'est gênant pour un BA. Non, c'est pas du tout gênant. Et c'est bien de prendre des petits tickets, ça peut aider. Alors, Bruno demande une vraie question. Le fait d'avoir plein de petits tickets ne rend pas le suivi chronophage. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire très attention dans la structuration et il faut faire attention dans la gestion. Il faut faire une mailing list. Il faut habituer les gens à ne pas avoir trop de one-on-one. Il faut faire des zooms collectifs. Mais ça demande un peu de discipline. Alors, comment savoir si le deal que vous avez est un bon deal? En fait, à ce stade, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est pas de savoir si vous avez un bon deal ou pas, mais c'est de savoir combien vous êtes deal. Pourquoi? Ça, c'est un truc que souvent les entrepreneurs ne comprennent pas dans l'approche. Une levée de fonds, c'est une vente dynamique.
Par exemple, imaginons que vous vouliez lever à 10 millions de valo. OK? Bah, si vous allez voir les gens et vous dites c'est 10 millions de valo, il est fort probable que tout le monde dise non, c'est trop cher pour moi. Et dans ce cas-là, vous n'avez personne. Maintenant, si vous dites faites-moi votre meilleure offre et vous avez 5 personnes qui vous proposent 5 millions de valo, et ben vous pouvez contacter les 5 et leur dire écoutez, on veut travailler avec vous, mais on est un peu short en valo. Parce que plus il y a de monde, une fois que la personne a décidé à 5, elle peut peut-être monter à 6, peut-être monter à 7. Et quand elle est montée à 7, peut-être qu'elle va monter à 10. Mais pour ça, il faut qu'il y ait de la tension concurrentielle. Le prix monte parce qu'il y a plus de demandes que d'offres. Donc, votre métier dans une levée, c'est d'abord de créer la demande avant de créer l'offre. C'est pour ça qu'il ne faut jamais parler de la valo trop tôt. Il faut donner des fourchettes. Il faut dire, vous savez, moi, je vais lever entre 2 et 4 millions, ou entre 0, entre 500 000 et 1 million, ou entre 1 million et 2 millions. Toujours parler en fourchette au début. Et mettez les gens dans la position de faire des offres, et surtout mettez les gens dans la position d'avoir plusieurs offres. Il n'y a rien de pire que de courir un seul lièvre. Alors, je dis ça, mais quand même, il faut que vous sachiez qu'à The Family, 80% des premières levées n'ont une seule term sheet. Ça, c'est aussi la réalité du marché. Mais quand on a une seule term sheet, les conditions de négo ne sont pas les mêmes. Dès qu'on a 2 term sheets, ça se passe mieux. Quand on en a 3, c'est encore mieux. Alors, Michael Albo dit parle-nous, s'il te plaît, des étapes choisir son avocat mentionné dans ton slide préparation. Alors, les avocats, il n'y en a pas beaucoup qui savent faire les levées de fonds. Je vous les recommande. Il y a Bold, et on va rajouter dans le Notion les avocats qu'on recommande. Il y a Bold, qui a un cabinet qui a super l'habitude des levées de fonds et surtout qui sait faire des levées de fonds en dehors des grands VC. Il y a Auric, si vous voulez du très prestigieux et du VC. Il y a Sacha Benichou, je me souviens plus comment s'appelle son cabinet, mais bon, on va retrouver. Et il y a le cabinet si vous voulez du très prestigieux, Gide. Ça, c'est les 4 qui ont 80% du marché de la levée de fonds à Paris. Je vous conseille d'en prendre aucun autre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de prendre un avocat qui n'a pas l'habitude des levées de fonds. Alors, on a une avocate qu'on recommande énormément, qui est Léa Evrard, alors qu'elle est à son compte et qui a l'avantage d'être plus proche si vous avez un petit budget. Et si vous avez besoin d'un cabinet et si vous avez un besoin un peu plus complexe, voilà les 4 cabinets qu'on recommande. On mettra dans les notions ces 5 investisseurs. Est-ce que tu as d'autres traits de personnalité communs aux investisseurs à nous partager? Alors, tu as mis les traits de personnalité communs aux investisseurs, ça n'existe pas. C'est pour ça que c'est hyper important de faire un travail de précision. Il n'y a pas une catégorie d'humains qui s'appelle investisseur. Il y a autant d'investisseurs qu'il y a d'humains. Et c'est pour ça que votre métier, c'est de créer des catégories en les comprenant, en les classifiant, en allant chercher des infos sur eux. Alors, Julien dit, un ami entrepreneur parle de nous avec 2 de ses investisseurs lors de son board meeting. 2 d'entre eux m'envoient un mail pour tenter de me voir la semaine prochaine. Pas de deck, pas de BP, tu conseilles quoi? Je les fais patienter le temps de créer le deck, mettre on, ou je vois comment ça pour créer la relation et je vois après. Alors, vous voyez ça, c'est le pire de ce qui peut vous arriver, c'est de griller une cartouche trop tôt. Et souvent, les gens sont bien intentionnés, ils parlent de vous parce qu'ils ont excité et tout. D'où l'intérêt de la préparation. Alors, quand ça vous arrive, vous avez une seule chose à faire, c'est d'aller au meeting et de dire que vous ne levez pas. Et c'est terrible parce que votre ami a peut-être dit que vous leviez. Mais ne surtout pas engager un process de levée, donner un deck, etc. Et souvent, ce qui va se passer, c'est quand vous dites que vous ne levez pas, les gens vont dire oui, mais bon, envoyez-moi des éléments, etc. Et là, vous devez dire, je retourne à mon business, je suis désolé, je vous assure que quand on lève, vous êtes le premier sur la liste. Mais ne cédez pas, ne démarrez pas un process de levée de fonds avec des questions, des machins, des trucs, si vous ne parlez pas à tout le monde en même temps. Alors, Jean-Carl Tonga dit, les petits tickets ne diluent pas ton capital plus rapidement? Non, ils le diluent exactement à la même vitesse que les grands, puisqu'ils n'ont pas d'impact sur la valo. En plus,
comment dire, les petits tickets ont tendance à être beaucoup moins sensibles à la valo que les grands. Quand vous achetez 0,1% d'une boîte, vous avez 0,1 ou 0,8, 0,08, pardon. Donc, c'est pas un sujet. Olim dit, Oussama, aujourd'hui, tu es sûrement entouré de plein d'investisseurs et du coup, ça a l'air plutôt facile de leur parler en t'écoutant. J'ai bien entendu tes techniques, mais tu pourrais nous dire, si tu te souviens de ta première fois, comment tu l'as approché au closing. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, la première fois que j'ai levé des fonds, c'était dans un marché où les investisseurs n'existaient pas, donc il fallait les créer. Moi, la première levée de fonds que j'ai fait, 100% des gens qui ont investi, ils ont investi pour la première fois de leur vie dans une startup. C'était en 2008 en France, et je peux vous dire que c'était une autre ambiance qu'aujourd'hui parce que personne ne savait faire. Mais ce que j'ai appris à cette époque, c'est que le process de levée de fonds, c'est exactement le process que n'importe quel process sales. Créer de l'awareness, créer de la désirabilité, closer. C'est aussi bête que ça. Si vous comprenez qu'un process de levée de fonds, c'est un process de sales, vous comprenez que ça ne sert à rien de traiter les investisseurs comme des gens autrement que des super clients, en fait. Et des clients un peu plus curieux que la norme, qui veulent en savoir beaucoup sur votre business. Si je fais rentrer plein de petits investisseurs avec des petits tickets, je risque d'avoir plein de fois un petit pourcentage de parts en échange. Exemple, je lève 2 millions contre 20%, ou je lève 10 fois 200 000 contre 2%. 10 fois 200 000. Alors, attends. 2 millions pour 20%, ça veut dire que 200 000, ça fait 2%. Alors, attendez, je ne suis pas très bon en maths. Ça ne motivera pas les BA. Comment faire regrouper un closing groupé ou autre? Je ne comprends pas. En fait, c'est pour ça que déjà, il ne faut pas raisonner en pourcent. Pour ça, il faut raisonner en valo. Vous avez une valo et les gens, ils investissent à une valo. Alors, ils ont moins de pourcents quand ils investissent en argent, mais ça n'enlève rien à la motivation. Quelqu'un qui a investi 20 000 euros à 5 millions de valo, il se dit, si la boîte vaut 100 millions, je vais gagner le multiple entre les deux valos, quoi. Donc, vous ne posez pas trop ce genre de questions. Il n'y a pas de question de motivation par le pourcentage. Au contraire, c'est une motivation par la valorisation. Et la désirabilité vient avant de connaître la valorisation. La valorisation n'a rien à voir avec la désirabilité. Alors, il y a des investisseurs un peu plus sensibles à la valeur que d'autres, mais si vous avez une bonne démarche et que vous avez plein de gens qui sont intéressés au même moment, vous avez bien évidemment un gros accès, une grosse désirabilité, quoi. J'ai été démarché directement par des fonds sans avoir rien demandé, Kima, Axelo, 50 Partners. Ce genre de contacts qui tombent tout seuls sont-ils des pistes sérieuses à exploiter? Est-ce une pratique courante? Absolument pas sérieux. Les trois que tu as cités, Kima, Axelo, 50 Partners, ils ont des juniors qui, toute la journée, contactent tout le monde. Ça ne veut rien dire. Il faut être prêt. Ne jamais prendre un contact entrant comme autre chose que des tentatives d'avoir de l'information. Alors, comment Marwan dit, avec la somme des petits tickets, à quel moment on considère que la cap table n'est plus propre? Jamais. Ce n'est pas le nombre de tickets qui fait la propreté d'une cap table, c'est la structuration du pack d'actionnaires et à quel point le pack d'actionnaires est suffisamment bien structuré. Louis, comment peut-on justifier la valorisation de notre boîte? Doit-on le faire certifié par un avocat comptable? Absolument pas. C'est un simple. La valorisation, c'est l'accord entre un entrepreneur et un investisseur. Il n'y a pas de raison. Question de Michael Albo. Tu n'as rien dit concernant le crowdfunding. Est-ce un canal à ignorer? Ignorer le crowdfunding. Point. Enfin, à moins que vous soyez une boîte consumer qui a une grosse base client, oubliez. Tout à l'heure, tu parlais de refus des investisseurs quand ce n'est pas pour eux. Si les investisseurs te disent à la fin de ton meeting, pas pour moi, mais je ferai tourner ta presse autour, en général, ça aboutit à quelque chose. Ça peut. Mais ça peut si tu y mets le bon énergie et le bon format. Est-ce que tu vas leur donner des éléments pour contacter les gens? Est-ce que tu vas les aider à trouver les bonnes personnes, etc. Si c'est juste pour te faire plaisir, ça ne marchera pas. Mais si tu leur donnes les outils pour que ces connexions soient utiles, là, ça peut aller très loin. Je comprends que les BAVC, il faut aller les chercher à la force des bras et à la mano avec une préparation intense. Il n'y a aucun entrepreneur qui a monté une marketplace de mise en relation avec BAVC qui peut prendre des critères de sélection précis
pour permettre de bons matchs et aider dans la démarche. À Nice, il y a une raison pour laquelle ça n'existe pas. C'est parce que ça ne marche pas comme ça. Quand tu fais le travail de préparation, tu te rends compte, en fait, que les critères que les gens ont, c'est un peu comme leur fille idéale. Imagine un site de rencontre qui dit, c'est quoi ta fille idéale? Elle est brune, elle a les yeux verts et elle fait 1m80. Alors qu'en fait, l'amour est blond et a les yeux bleus et fait 1m60. T'en sais rien, en fait. Et c'est la façon dont tu es approché qui peuvent tout changer. Ce n'est pas les critères que tu imagines avoir. La plupart du temps, les critères que tu imagines avoir n'ont rien à voir avec les deals que tu fais. Par exemple, je ne sais pas moi, je me suis toujours dit que jamais je ferais de NFT. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a expliqué les NFT, qui a complètement changé ma perception des NFT. Et maintenant, j'en achète tous les jours. Vous voyez, c'est pas dans la vie, on peut avoir des idées faites sur ce qu'on a. C'est le rôle d'un entrepreneur de changer notre réalité. C'est le rôle d'un entrepreneur de nous donner envie. Encore une fois, le mot-clé, c'est désirabilité. Et la désirabilité, ça ne fonctionne pas dans une marketplace. Tu as dit hier qu'il fallait détailler précisément votre besoin financier lors de la levée. Vous dites pareillement qu'il faut lever le plus possible. Comment justifier la différence? Sur quelle base de négo commencer? Ne trompe-t-on pas de risque de se griller? Ouh là là, Philippe. Je sens l'angoisse. En fait, il faut être souple dans sa tête. Avoir un budget précis de ce qu'on va faire de l'argent, ça, c'est le besoin. Avoir des offres, c'est ce qu'on peut. Et le besoin n'a pas besoin de rencontrer les offres. Au contraire, on ne se grille pas. Si on a besoin d'1 million et qu'on a 3, ça veut dire qu'on peut faire 3 fois le même cycle. On vient de réduire le risque de sa boîte par 3. Le calibrage du besoin peut être erroné. Personne ne peut garantir que ce que tu as besoin, c'est ce que tu auras. Et personne ne peut garantir que ce que tu penses avoir besoin est exactement ce que tu auras besoin. Si ça se trouve, tu auras besoin de plus. En fait, la négo, elle démarre parce que tu as besoin et elle finit parce que tu peux avoir. Plus tu prends et plus ton risque se réduit. Et c'est pour ça que si le potentiel de ta boîte est élevé, il n'y a pas de risque à prendre plus d'argent. Je veux dire, quelle différence entre une boîte qui lève 1 million à 3 millions de valo et 2 millions à 5 millions de valo? Aucune. Aucune différence. Si la boîte elle est vendue 100 millions, 200 millions, il n'y a pas de problème. Donc, plus ton projet est ambitieux, plus l'argent initial aide à l'atteindre et moins tu as besoin d'emmerde. Et donc, non, tu ne te grilles pas. Au contraire. Et tous les investisseurs qui prétendent qu'en fait, c'est à la ligne, le business machin, c'est parce qu'en fait, ils savent pas ce qu'ils font. Comment mettre les investisseurs en concurrence? Faut-il leur dire qu'on a reçu d'autres offres, si c'est le cas? Alors, règle hyper importante dans la prise de contact, ne jamais dire avec qui on parle, à personne. Jamais. Il faut garder cette, notion hyper secrète. C'est hyper important. Il n'y a aucun, sous aucun prétexte, vous dites que vous parlez à d'autres gens. Vous pouvez donner le sentiment que vous parlez à plein de gens. Vous pouvez montrer l'excitation que vous parlez à plein de gens, mais ne surtout jamais révéler avec qui vous parlez. Tout le monde se connaît, ça peut se retourner contre vous. Alors, comment on met les investisseurs en concurrence pour répondre à ta question? Eh bien, simplement en ayant plein d'offres. La meilleure concurrence, c'est d'avoir tellement bien travaillé sa demande qu'on a plein de gens qui veulent investir. Et comme on a contacté plein de gens en même temps, on a plein d'offres. Et parce qu'on a plein d'offres, les gens vont… j'ai un réseau de gens bien placés dans mon industrie grâce à mes activités passées, mais ne sont pas des investisseurs. Comment se servir de ce réseau? Ça, c'est hyper important de les transformer en investisseurs et de rendre leur travail facile. Et ça, on va voir demain comment faire ça. Émilie dit, pourquoi recommandes-tu de prendre un avocat? L'avocat, c'est la pièce maîtresse d'une levée. Vous avez absolument besoin de savoir quelqu'un avec vous qui a l'habitude de le faire, qui en fait tout le temps et qui sait ce qu'il fait. Il va vous protéger des investisseurs, il va vous aider à avoir des conditions raisonnables et c'est hyper important de bien choisir son avocat. Ça, c'est une question intéressante. Quels sont les éléments qui font que nous ne sommes pas en position de force par rapport au VC, mis à part le fait d'avoir plusieurs offres? Alors,
disons qu'il y a 5 trucs qui font que les VC n'aiment pas un projet. Le premier, c'est que la technologie est sous-traitée. Si vous avez un prestataire, une agence qui fait votre site internet ou votre produit, vous venez de perdre en valo. C'est simple. Ça, c'est le number one. 2, ne pas avoir une équipe cofondatrice complète. Ça fait perdre de la valo. Si par exemple, ils vous trouvent très fort à quelque chose et qu'ils pensent que vous avez besoin d'embaucher pour quelqu'un de chose, c'est un risque, ça fait perdre de la valo. 3, le coût d'acquisition. Un truc que tous les investisseurs savent, c'est que les coûts d'acquisition sont croissants. Donc, si votre coût d'acquisition au début est trop élevé, petit à petit, il va monter et ça, c'est pas bon. 4, les marges. Est-ce que votre produit, il est massivement rentable dès le début ou pas? Et ça, c'est lié au pricing. Ça, c'est les 5 éléments qui peuvent vraiment être en votre défaveur et qu'il faut travailler pour intéresser les investisseurs. Pour ce qui est du côté juridique, doit-on payer l'avocat avant la levée de fonds ou un pourcentage? Comment ça se passe à ce niveau-là? En général, l'avocat, on le lève pendant la levée de fonds, donc c'est concomitant au closing. C'est rare qu'il y ait beaucoup de travail avant que la levée démarre. Et normalement, quand la levée démarre, elle aboutit toujours. C'est rare une levée qui n'aboutit pas. Après, les avocats n'ont pas le droit de prendre un pourcentage de la levée, Dieu merci. Et donc, il n'y a pas de problème. Les avocats que je vous ai recommandés ont des forfaits très clairs pour les levées de fonds. Surtout pas. Je suis désolé de t'avoir donné ce sentiment. Je suis hyper content que tu poses cette question parce que c'est une question très importante. Ne jamais transformer ses clients en investisseurs. Ça, c'est de l'inceste. Les clients, c'est les pires investisseurs du monde, surtout en B2B. Donc, ne jamais faire ça. Vous pouvez transformer tout le monde en investisseur. Vous pouvez transformer vos prestataires en investisseurs, vos fans en investisseurs, vos salariés en investisseurs, mais pas les clients. Les clients, ça doit être des clients, ça doit donner de l'argent en tant que client. Dans quel lieu rencontrer les BA et VC? J'ai l'impression d'avoir raté un truc là. Maximilien, les BA et les VC, il faut les rencontrer en ligne. Il faut travailler sur LinkedIn, sur Angelis, sur Crunchbase, sur Google. Il faut apprendre à faire ce travail de stalker et de rencontrer les gens. Il n'y a pas de lieu physique où on les rencontre. On a presque brûlé les 6,4 sur les 1 million que l'investisseur a mis. On doit partir pour un autre round si on veut aller plus loin dans le scale de marché US. L'investisseur actuel ne mettra rien de plus. Quelle approche stratégie faire, sachant que nous avons brûlé du gaz à parler avec de nouveaux investisseurs, va-t-il continuer d'exécuter nos opérations? Alors, ça, c'est une situation typique où, évidemment, il faut faire exactement tout ce que j'ai dit dans ce bootcamp. Il faut faire une vraie levée. Il faut oublier ton investisseur historique. Il ne faut pas parler à quelques personnes de façon isolée. Il faut mettre en place un vrai process de levée de fonds. C'est hyper important. Vous ne devez pas prendre à la légère ce genre de process et vous devez être capable de faire un process complet. Ne surtout pas parler à des gens de façon isolée ou au hasard. Alors, Mohamed demande, est-ce qu'il faut parler de la façon dont l'argent sera dépensé? Évidemment qu'il faut parler de la façon dont l'argent sera dépensé. Il faut être précis sur ce sujet-là. Il faut montrer que vous êtes en maîtrise, que vous êtes un bon entrepreneur. Et si vous avez plus d'argent, ça fait des réserves. Les réserves, c'est une façon de dépenser de l'argent. Montrer que vous n'allez pas tout dépenser, c'est raisonnable. Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent qu'il faut le dépenser. D'ailleurs, il n'y a rien de mieux que d'avoir beaucoup d'argent et en dépenser très peu. Je sais que c'est très contre-intuitif. Vous disiez, mais pourquoi faire? Tout simplement pour gérer l'imprévu, le risque. Et c'est ça qui change tout. Est-ce que je dois révéler à un BA ou à un VC mes chiffres, mes coûts d'achat, les contrats fournisseurs, fabricants, c'est dans quel moment il faut le faire? Alors, toutes les infos confidentielles, ça ne sert à rien de les révéler tant que vous n'avez pas une term sheet. Toujours recevoir une offre d'investissement ferme de la part des investisseurs plutôt que… Mais demain, on verra le process sur la term sheet. À quel moment doit-on contacter un avocat dans la levée le plus tôt possible? Hyper important. Les avocats sont vraiment de bons conseils dans les levées et c'est pareil. Alors, Stéphane dit à quel moment tu présentes le BP? Évidemment, tu le présentes quand les gens le demandent, en fait. Ça dépend. Il y a des business qui sont très financés, il y a des business qui ne le sont pas. Il y a des business qui lèvent sans aucun BP, il y a des business qui ne lèvent qu'avec un BP.
Le BP doit vraiment dépendre de la réalité financière de la boîte. Si vous n'avez pas de client, vous n'avez pas de BP. Bakary demande, est-ce que je peux contacter le VC ou BA qui a déjà investi dans une entreprise du même secteur d'activité que moi? Bien sûr. D'ailleurs, ne soyez pas sensible, même s'il a investi dans votre concurrent, contactez-les. Il n'y a rien de mieux que de parler à des gens qui savent déjà de quoi ils parlent. Et si ça se trouve, ils auront quand même envie d'investir chez vous. Ces conneries de concurrence, machin et tout, ne vous emmerdez même pas avec. Faites le maximum de ce point de vue-là. Si l'investisseur propose un avocat, c'est OK aussi, ou il faut impérativement avoir son avocat. Ne jamais prendre l'avocat d'un investisseur. Jamais. Sous aucun prétexte. Alors, Laurent Gérard dit, les avocats cités avant peuvent-ils être de bons contacts pour un sourcier investisseur? Oui, bien sûr. D'ailleurs, ils le proposeront. Et c'est une très mauvaise idée. Si vous avez écouté ce que j'ai dit dans ce bootcamp, vous comprendrez que le process de constituer, trouver, chercher, fouiner, Sherlock Holmes, les investisseurs, c'est une des choses les plus importantes du process. Vous voulez tous gagner du temps, mais vous le gagnez au mauvais endroit. Le process de trouver les contacts, de faire les listings et de calibrer votre investissement et votre stratégie, c'est la chose la plus importante que vous pouvez faire. Philippe Jeunet demande quelle est la position des investisseurs sur les comptes courants. Je vous le répète pour la 1000e fois. Les investisseurs, ça n'existe pas. C'est des individus. Il n'y a pas une catégorie qui pense exactement de la même façon. Il y a des gens qui ne sont pas contents qu'il y ait des comptes courants. Il y a des gens que ça ne gêne pas. Il y a des gens qui vous laisseront vous rembourser. Il y a des gens qui vous demanderont de le convertir en capital. Et c'est justement tout l'intérêt de la négo. D'ailleurs, ça peut être un des critères de sélection de votre investisseur si vous avez un gros compte courant. Si au cours du projet, une fois levé l'argent en pivot, on pivote sur la façon dont sera dépensé l'argent, comment l'explique-t-on aux investisseurs? Peut-il s'y opposer? Eh bien ça, tout dépend du pacte d'actionnaires que vous aurez négocié. Mais attends, ça va pour la valo. Prenons l'exemple de Waze. Quand ils ont lancé, ça valait peut-être rien, mais vendu 1 milliard 5 ans après. Du coup, la valo, à la base, c'était peut-être encore rien. Ouais, j'ai pas compris. Bah, je peux te donner la valo de Waze. Je crois que Waze, leur premier tour, il valait 10 millions parce que c'était une équipe solide. Et ensuite, ils ont levé à 50 millions de valo et ils sont vendus à 1 milliard. Je comprends pas ce que tu comprends pas, Olim. Oui, il y a plein de cas de conflit d'intérêts avec les VC, évidemment. D'où l'intérêt de vachement bien se renseigner sur eux, sur leur portefeuille, dans qui ils ont investi, comment ça s'est passé. D'ailleurs, soyez un investigateur, hein. Appelez les gens. Appelez. Regardez comment ça s'est passé avec les autres gens dans qui ils ont investi, pourquoi ça s'est mal passé. N'hésitez pas, en fait. Pourquoi le crowdfunding est pertinent pour lever si on est B2C avec une grosse base client? Car dans ce cas, on va lever auprès de nos clients. Et tu dis que ce n'était pas une bonne idée. Parce que quand on est... Putain, Émilie. En fait, Émilie, je ne sais pas qui tu es, mais je sens bien que tu n'es pas très souple. Le crowdfunding, ça marche quand on a une grosse base client. Ça ne veut pas dire qu'on lève auprès de ses clients. Ça veut dire que ça marche bien quand on a plein de clients parce que ça fait l'attraction et la crédibilité pour pouvoir lever auprès du public. Mais les gens en crowdfunding, quand ils lèvent auprès de milliers de gens. Donc, ce n'est pas vraiment une relation investisseur. Quand je dis qu'il ne faut pas lever auprès de ses clients, c'est qu'il ne faut pas lever auprès de clients qui peuvent avoir un pouvoir dans la cap table en mettant plein d'argent. Mais tu vois, le problème du langage, c'est que ça utilise les mêmes mots pour des concepts très différents. Quand on est en B2B et qu'un client, c'est EDF, bah, ce n'est pas terrible de lever avec eux. Parce que forcément, c'est des gens qui sont gros, compliqués, qui ont plein de contraintes. Après, ta boîte, elle peut évoluer, avancer et être prête à aller lever avec un client, mais c'est toujours des mauvais deals, ça finit toujours mal. En général, tu fais ces deals parce que tu n'as pas le choix. Quel coût d'un avocat spécialisé? C'est une bonne levée, ça coûte entre 10 et 15 000 euros, je pense. Un avocat qui n'est pas spécialisé des levées de fonds peut-il toujours nous accompagner? Je vous le déconseille. Alors, s'il y a un truc dangereux dans les levées de fonds, c'est les avocats. Et en plus, les avocats, ils ont toujours l'impression de tout savoir et de connaître, et en fait, machin. En fait, ils savent rien. Et les avocats non spécialisés sur ce sujet-là,
ils font des catastrophes. Des catastrophes. Donc, prenez des gens qui font ça toute la journée. C'est hyper, 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 hyper important. Et que donc, ils ne voient pas beaucoup de deals ou qu'ils voient des deals de province et les pratiques ne sont pas bonnes. Déjà, Paris, c'est un pays centralisé. Les gens sont tous à Paris. Enfin, la France, pardon, lapsus. C'est un pays centralisé. C'est comme ça. C'est pas. Vous pouvez lutter, vous pouvez être pas content, vous pouvez trouver ça injuste. C'est vrai. C'est comme ça. Et en fait, un avocat de province, il va avoir des pratiques de province. Et je suis sûr que vous connaissez des avocats indigènes et tout. Ça n'a rien à voir. C'est la même raison pour laquelle il faut toujours aller dans un hôpital où les chirurgiens ne sont pas bons, mais où ils opèrent plein de gens. Parce qu'on devient bon à opérer plein de gens. On ne devient pas bon en étant un grand expert reconnu, machin. La dernière catastrophe que j'ai vue quand on date, c'est un mec qui me dit « Oui, je travaille avec le bâtonnier de mon coin. C'est une méga star, machin. » Le mec, il a fait n'importe quoi dans les docs. Et ça fait 10 ans que l'entrepreneur essaie de rattraper ses conneries. Les levées de fonds, juridiquement, c'est hyper spécifique. Hyper spécifique. Ça demande du tact, ça demande du doigté, ça demande de l'expertise. Et la seule façon de l'avoir, c'est d'avoir vu des katas. Et la seule façon d'avoir vu des katas, c'est d'avoir fait plein de levées. Quand on ne fait pas beaucoup de levées, on ne sait pas où ça peut mal tourner. Kevin, mon pauvre, mais la question de Kevin, c'est nous. Tu as dit hier qu'il ne fallait pas dépasser 20% de Love Money, VS 80% fondateur. La première vraie levée. Si on n'arrive pas à remonter qu'à 70% en achetant des parts de Love Money, est-ce vraiment bloquant? Alors, Kevin, je vais être très honnête avec toi. Ça l'est. Mais après, dans la vie, des fois, on fait des bêtises. Et des fois, il faut savoir les admettre. Et il faut que tu saches regarder les investisseurs dans les yeux en disant, bah ouais, on a déconné sur la cap table et on va rattraper dans le temps. Et c'est pas grave. Et si ton projet, il est vraiment enthousiasmant, il n'y a rien qui est définitivement bloquant. Mais quand on a un handicap, on doit être conscient du fait qu'on a un handicap. Et d'avoir lâché trop de parts en Love Money, malheureusement, c'est un handicap qui peut coûter cher. Pour le cercle de Friends and Family, peux-tu nous parler des différentes formes d'investissement possibles, prêts à petit pourcent d'intérêt ou autre? Je vous déconseille les prêts. Les prêts, ça ne finance pas bien l'innovation. Je vous conseille de l'equity et je vous conseille un instrument qui est génial et dont on va parler demain, qui est le BSAR. Et je vous expliquerai comment ça fonctionne, un BSAR. C'est un très, très, très bon outil pour le Love Money. Évitez impérativement de reach out à un investisseur qui a dans son portefeuille une boîte compétitrice, right? Ou alors cet investisseur est mature sur le secteur que tu attaques et donc plus susceptible d'être intéressé. Moi, j'aime bien parler, j'aime bien la phrase du Godfather, keep your friends close, your enemy closer. Donc moi, ça me fait pas peur, mais ça, c'est à vous de voir. Hein. Mais moi, j'aime bien parler aux gens qui ont investi dans mes concurrents. Si on veut lever aux US, faut-il des avocats US? Oui, bien sûr. Comment calculer la valorisation pour une entreprise qui a fait 170K la première année, secteur B2B2C, site BD? À ce stade-là, la valo, c'est pas ce que tu as fait, Louis. Hein. À ce stade, la valo, c'est ta vision, ce que tu espères, etc. Donc, à 170 000 euros de chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires n'a aucun impact dans la levée. Pour une boîte de service qui existe et qui a des revenus, si la raison principale de la levée est de financer son BFR et que l'investissement d'aucune banque ne veut financer le BFR, on répond quoi? Est-il intéressant de financer son BFR par des investisseurs pour une boîte traditionnelle non tech? On dit la vérité, hein, tout simplement. Et la question, c'est est-ce que c'est intéressant? C'est est-ce que toi, tu vas réussir à créer cette désirabilité ou pas? Encore une fois, c'est ton rôle de storyteller et c'est ton rôle de itérer et itérer jusqu'au moment où tu arrives à trouver quelqu'un qui a envie de te financer, en fait. Anis, il a plus peur. Ah, merci. Mais c'est super sympa ce que tu viens de dire, Anis. Ça me fait trop plaisir. J'espère que vous êtes beaucoup à ressentir ça. On va pouvoir faire une pause de 5 minutes et ensuite rentrer dans l'analyse des decks.